Chose promise, chose due, les amis. La dernière fois qu'on a eu Franck, on a eu une conversation tous les deux, il m'avait dit, bon, de toute façon, on va se refaire quelque chose avec David et moi-même autour de sujets passionnants, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette conversation inspirante, sur quelle ligne de temps aussi, hein. Bonjour Franck et bonjour David, je suis Salut, très heureux de salut, Dave. nouveau. Ça fait plaisir de se retrouver. C'est la première fois qu'on se trouve tous les trois. Mm. Oui, absolument. Bonjour, oui, ravi et enchanté aussi de participer à cette émission avec vous deux. Et tu Et vois, il n'y puis, a pas si longtemps que ça, je discutais avec un ami qui s'appelle Stéphane aussi, hein, et qui me disait, oh, c'est mes deux idoles. Je suis fan de Franck, je suis fan de David, etc. Donc, Stéphane, c'est pour toi, hein, petite dédicace pour démarrer, pour juste vous dire, bah, moi aussi, je suis super ravi d'avoir cette conversation avec vous. Et puis, il y a peut-être des gens qui vont suivre cette conversation et se dire, mais c'est qui David? Bon, Franck, à la limite, bon, il est déjà venu plusieurs fois. On a fait quelques conversations ensemble. Donc peut-être que maintenant, c'est dans l'esprit des gens, c'est un peu ancré. Et David, si on parle de cette ligne de temps là, ici, aujourd'hui, dans cet espace 3D, enfin 3D, en tout cas, dans cette réalité-là, qui es-tu, David? Question. Peux-tu y répondre déjà? à quel Alors, David t'adresses-tu? c'est ça, c'est vrai que c'est une question assez vaste, on va dire, Exactement. parce que je ne suis pas forcément l'identité à laquelle on pense être, en fait, ou à laquelle on peut s'accrocher par rapport à des schémas, des croyances, etc. Euh, mais bon, pour résumer un peu, on va dire, bah, je suis auteur, conférencier dans cette réalité, écrivain, musicien aussi, compositeur, chanteur, etc., illustrateur aussi. Donc, autant dire que j'ai plusieurs cordes à mon arc, hein. C'est le cas En, de le dire. en tant que natif d'origine, oui, c'est très bien. Et après, bah, c'est vrai que concernant l'espace-temps, les lignes de temps, bah, je voyage sur pas mal de lignes de temps, en fait, là, en Hmm. ce moment, parce que le temps n'existe pas. Ça commence fort, les amis. Juste, je reviens sur natif d'origine. Est-ce que tu peux mettre un petit zoom, un petit focus sur en tant que natif d'origine? Oui, en fait, de par mon arrière-grand-père, je suis Lakota Mnikonjou. D'accord. C'est-à-dire, c'est la tribu qui vit près de la rivière Cheyenne, en fait. Ok. Et tu as pu reconnecter avec ses mémoires, avec des humains, Oui, Lakota. oui, oui, c'est ça, oui. De par le passé, hein, même si le temps n'existe pas, encore une fois, j'avais pu, en fait, il y a des années de ça, monter ma propre boutique d'artisanat amérindien et grâce à ça, j'ai pu rencontrer différents natifs, dont des Lakota. D'accord. Ok. Et là, tu as pu te rendre sur place aussi. Est-ce que c'est un voyage que tu t'es autorisé dans la matière, dans cette réalité? Alors, je dirais non, pas dans cette réalité encore. Pas Pas encore. encore. Non. Voilà. Ok. Donc, bah, voilà un premier point commun qu'on retrouve d'ailleurs dans ce livre, non, ce livre. Le temps, la conscience, l'exolition. Tu dis que pour toi, le temps n'existe pas, David. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu cette phrase? Le temps n'existe pas. Bah, disons que j'ai pu m'en rendre compte depuis tout jeune, en fait, si je peux dire ça comme ça, parce que j'ai eu différentes expériences qu'on qualifie de paranormales, Ok. dont des contacts avec des êtres exogènes. Et c'est là que je me suis rendu compte que quelque chose clochait au niveau du temps, parce que je perdais en fait du temps. Wow. C'est-à-dire Ok. que, c'est-à-dire que quand j'avais des expériences, et ben quand je regardais l'heure à nouveau, il s'était passé en fait quelques secondes alors que j'avais l'impression que ça avait duré des heures. Ok. Et, Donc c'est vraiment. parfois c'était le contraire, j'avais du temps manquant, comme on appelle ça. Il me manquait une heure en fait ou deux dans mon timing. Donc c'est vraiment vécu dans l'expérience, quoi. C'est à partir de l'expérience que tu t'es dit, il y a un truc là Ah oui. qu'on m'a appris qui n'est pas juste. Euh, Quand tu parles de contact exogène, euh, qu'est-ce que tu veux exprimer par contact exogène? Alors, tiens, c'est bizarre, ça me racle la gorge. Pardon. En fait, ça a commencé quand j'avais 8 ans.
Euh, J'étais en train de jouer dehors, en fait, un soir d'été. C'était les vacances, hein, en plein mois d'août. C'était en plein cœur du centre-ville de Nantes, hein, pour ceux qui connaissent d'ailleurs. Je vivais quasiment dans le centre de Nantes. Et un soir, en fait, je ne sais pas pourquoi, c'est venu intuitivement. Je me suis mis à regarder les étoiles et en plus, le ciel en était recouvert de partout. Et je me suis dit, là, je sentais quelque chose d'étrange, en fait, et je me suis adressé aux étoiles. Et en me dirigeant en plus dans une direction précise, intuitivement, sans le savoir. Et j'ai su plus tard que c'était les Pléiades. Et donc, je me suis adressé à ces étoiles. Et là où il y a eu quelque chose d'incroyable, si je peux dire ça comme ça, qui s'est produit, c'est que j'ai vu une étoile, justement, entre guillemets, qui se détache du ciel et qui descend très vite et qui opère un grand virage et qui vient se placer au-dessus de moi. À quoi? À 200 mètres à peu près au-dessus de ma tête. Donc, Ok, force était de constater que c'était pas une étoile. Ça tournoyait à toute vitesse, ça émettait une lumière blanche bleutée intense, et je distinguais une forme discoïdale à l'intérieur de cette lumière. Et d'un seul coup, c'est parti à la verticale, en une fraction de seconde. Et à un moment donné, je sentais une présence en fait. Et quand j'ai rebaissé la tête, il y avait un être en face de moi. ok. Avec qui tu as pu échanger d'une manière ou d'une autre? Oui, en fait, cet être, sans pouvoir me l'expliquer à ce moment-là, hein, parce que j'avais 8 ans, mais en fait, j'avais l'impression clairement de le reconnaître dans tous les sens du terme, comme un membre de la famille. En fait, je sentais que c'était un frère. Ok. Et souvent, quand on vit ce genre d'expérience, c'est comme des informations qu'on décode pas forcément tout de suite, Mhm. qui se posent un petit peu comme ça et qui ont, parfois mettent du temps, entre guillemets, avant de d'éclore et de venir à ta conscience. Est-ce que toi, tu as eu l'information tout de suite, tu l'as comprise, en dehors du fait que tu l'as reconnue, etc. J'imagine que toute cette énergie, toute cette fréquence, c'est venu te dire quelque chose. Oui, effectivement. En fait, j'irais, ça a été très rapide parce qu'il me fixait droit dans les yeux et je sentais en même temps que, je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça avec des mots, mais en fait, c'est comme s'il pénétrait mon cœur, en fait. Et d'un seul coup, j'entends une voix à l'intérieur de mon être et c'est lui qui me parlait par télépathie, en fait. Ok, Et donc, il communiquait toutes sortes de choses, des images, des sons, enfin, il y avait toutes sortes de choses. Ça m'envahissait de partout, en fait, et je me suis mis à pleurer, hein, parce que je voyais en fait, des scènes de vie avec lui sur une autre planète. ok. Et c'est revenu, après Franck, on va interagir. C'est vrai que on peut démarrer aussi comme ça pour comprendre ce qui vous lie aussi peut-être tous les deux, ou même tous les trois sur d'autres plans, je ne sais pas. En tout cas, est-ce que ce genre d'événement est revenu ensuite? C'est quelque chose qui est revenu souvent, ou c'était vraiment comme un point d'ancrage, comme quelque chose qui dit, OK, maintenant, c'est ouvert, vas-y. Et Bah, je dirais oui, c'est venu très très régulièrement parce que quasiment 2 fois par semaine, je le revoyais après tout ça. Il revenait très régulièrement me voir. avec des initiations, des enseignements, des activations, Je dirais ouais, plus des réveils de certaines mémoires. OK, Ouais. en lien avec ce que tu vis là, dans cette réalité. Oui, et avec aussi, à travers ce que je vis avec les PSS, les programmes spatiaux secrets, et puis et aussi lié aux mémoires amérindiennes, parce qu'en fait, même si ça peut surprendre beaucoup de gens, les natifs d'Amérique, enfin je préfère dire du continent de l'île Tortue parce que c'est son vrai nom, ont toujours eu des liens, des mémoires avec ce qu'ils appellent les Troncachila, les ancêtres, etc. Et en fait, ce sont ni plus ni moins que des nations des étoiles. Leurs ancêtres viennent des étoiles. En Donc, effet, tout je me suis est, rendu compte que tout ça était lié, en fait. Il y a pas de hasard, comme on dit, hein. Tout est lié, relié, interconnecté. ouais, c'est vrai que dans les traditions, on parle souvent des êtres qui viennent des étoiles, avec des mots un petit peu, on va dire, symboliques ou jolis, Mm, sous forme parfois de poésie également, ou de symbolique animale. mm, Ça passe mieux. c'est ça. Ok, très bien. Merci pour cette superbe introduction. Franck, comment vous êtes rencontré avec David dans cette réalité-là? Comment ça se fait qu'on se retrouve là, vous deux, tous les trois, à discuter de tout ça? Et puis d'accoucher d'un livre.
Oui, oui, c'est vrai que c'est un événement pour nous, pour tout le monde. Euh, c'est un ami commun à l'époque qui nous a mis en contact, qui m'a dit, qui s'occupe de la chaîne Éveillum, qui m'a dit il faut absolument interviewer David Rousseau. Il a plein de choses intéressantes à dire justement sur cette réalité multidimensionnelle à laquelle on est confrontés les uns les autres plus ou moins. Et on a envie de connaître mieux, quoi. À l'époque, on faisait une chaîne d'information et j'étais très content de pouvoir interviewer David à ce moment-là. On a fait deux, trois émissions ensemble. C'est super. On est resté en contact. Et on peut dire que notre temps ne l'a pas perdu. Hein. On n'a pas perdu du tout le temps. D'ailleurs, mon père, il disait souvent prenez votre temps, prenez pas le mien. Léon Raoul, ceux qui veulent aller checker sur Internet, c'est qui le père de Franck Hatem? Oui. Et ce qui est une façon de dire aussi qu'on a chacun notre temps et que le temps est est un principe. C'est un principe, c'est pas une réalité. Le principe engendre les apparentes réalités, mais c'est les principes qui sont des réalités. Or, le principe lui-même, il est éternel, il est permanent, il est perpétuel. Il n'y a pas un moment où le principe commence et un moment où le principe s'arrête. Donc, c'est pour ça que quand on dit le temps n'existe pas, c'est une façon de dire, en fait, tout est présent. L'ensemble, l'ensemble de tout ce qu'on appelle le temps, c'est maintenant. Ça n'a jamais été hier ou demain. Ça, c'est dans le mental, dans l'instant, qu'on a cette sensation de temps, qu'il y a du passé, qu'il y a de l'avenir. En réalité, on ne fait que circuler de conscience, d'état de conscience présent en autre état de conscience présent, et tout cela est présent. Et c'est pour ça qu'on peut y circuler d'ailleurs, et c'est ce qui m'a passionné dans les propos de David dès le début, je me suis dit, ben voilà, c'est le signe que je raconte depuis des années dans mes livres, etc. C'est bien vrai, c'est bien comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que l'instant présent, et dans cet instant présent, il y a toutes les mémoires possibles en même temps. Ce sont des mémoires qui sont dans le présent. Et aussi tous les potentiels possibles qui se manifestent pas et nous, on circule de sensations d'être à un endroit à un moment et à une autre sensation d'être à un autre endroit, mais toutes ces sensations d'être, elles sont là potentiellement et on les active plus ou moins et chacun les active à sa façon, qui fait que tout le monde a son propre temps, sa propre ligne de temps, etc. Et Donc, ce qui vous a rassemblé dans votre rencontre, en fait, c'est ça. Parce que tu peux très bien rencontrer des gens, vous mettre en lien, et puis, bah, bon, ça match moins. Donc, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir à quel moment vous êtes reconnu, parce que j'imagine aussi qu'il y a eu cette reconnaissance. David, est-ce que tu as eu cette sensation aussi, toi, de reconnaître Franck et que vos propos étaient complètement similaires, sauf que peut-être le point de vue est différent. Il est dit avec d'autres mots, mais c'est la même chose. Oui, Ça, effectivement. En fait, la toute première fois où je suis venu chez Franck, j'avais l'impression, en toute franchise, hein, de mettre deux pieds dans la famille, en fait. J'avais l'impression de retrouver des membres de la famille. Ça, c'était une sensation qui était vraiment forte. Et du coup, je reconnaissais, oui, à travers Franck, euh, certaines énergies, certaines présences liées à la multidimensionnalité de notre être, en fait. Et du coup, suite à notre première rencontre, eh ben, j'ai eu ce qu'on appelle des flashbacks, j'ai eu des mémoires qui ont émergé un peu, on va dire. Et donc, on se connaissait d'avant, si on peut dire ça comme ça. Oui. ok. Donc, ça veut dire aussi que potentiellement, cette rencontre en tout cas le fait que vous soyez reconnus et travaillez ensemble, etc., a émergé de vos deux énergies, fréquences, vibrations, quelque chose d'assez unique finalement. Alors, il y a ce livre, mais ça fait quelques années déjà que vous œuvrez ensemble. Euh, donc, comment est venue l'idée, enfin l'idée, cette intuition, cette information de devoir accoucher d'un ouvrage ensemble? j'en ai aucun souvenir. Euh, J'adore. je me rappelle d'ailleurs, oui, cette première rencontre, c'était super. Euh, pour ma part, je n'ai absolument pas eu l'impression qu'on se connaissait déjà.
j'ai pas eu Mhm. l'impression que on s'était vu dans d'autres lignes de temps. Mais je suis pas branché avec ce genre de choses autant que David. Mhm. Je suis beaucoup plus dans le raisonnement, etc. J'ai simplement ressenti la connexion, mais sans avoir de souvenir quelconque qu'on s'était déjà vu ou quoi que ce soit. Mais la connexion était tellement claire, tellement pure, tellement belle, et tellement Limpide. épanouissante, je dirais. Oui, limpide. Euh, c'est tout comme. C'est tout comme. Ça repose sur quelque chose, évidemment. Mais je n'ai pas l'habitude d'aller chercher sur quoi ça repose. Ce qui est vu dans le passé, ce qui est vu dans le futur, c'est c'est pas mon truc à moi. C'est celui de David. Et ça n'empêche pas que euh, on a. Je ne me rappelle pas comment on a décidé de faire ce livre ensemble, mais bon, j'avais écrit des choses donc sur le temps et j'en ai écrit souvent d'ailleurs, mais euh, écrit des choses que je n'avais pas écrit d'habitude, que je n'avais pas écrit précédemment, sur la conscience, etc. Et je me suis dit, ben, comme il a un peu la mise en pratique de tout ce que je raconte, ça vaudrait peut-être la peine de faire quelque chose. Mais je ne me souviens pas exactement ni quand ni comment ça s'est fait. Et toi, David, Bah, est-ce que tu as des souvenirs? oui, oui, bah en fait, c'est quand je m'étais mis à parler un peu plus aussi justement des expériences que je vis à travers les PSS et notamment sur toutes ces lignes de temps là, même si le temps n'existe pas encore une fois. Mais c'est quand je commençais à parler vraiment de plus en plus de ça et à un moment donné, Franck me dit, il était à la maison d'ailleurs, il me dit, ce serait peut-être bien qu'on écrive un livre ensemble. Et sur le coup, je lui dis, ah ben oui, pourquoi pas, et avec grand plaisir. Mais après, c'est vrai que du temps a passé, ça fait peut-être bien 3 ans de ça, hein, qu'on a dû en parler comme ça. Donc, mais le résultat, maintenant, il est là, et aujourd'hui, il est sorti. Je m'autorise une petite parenthèse parce que ça fait 2 fois que tu utilises PSS. Il y a même un moment où t'as défini ces acronymes. Hein. Euh, juste peut-être nous dire ce que c'est pour toi, PSS. Alors, PSS, oui, c'est vrai que c'est un terme abrégé qu'on emploie très souvent, mais ça veut dire programmes spatiaux secrets. Mais en fait, qui ne sont plus si secrets que ça maintenant, parce que de plus en plus de divulgateurs parlent de ce qu'ils ont vécu à travers ces expériences. Donc, ça va devenir, on va dire, de plus en plus officiel, parce qu'il y a même des militaires américains qui commencent à en parler ouvertement en ce moment. Ah oui. Mm. Toi, t'as eu contact avec cet aspect-là de ta ligne de temps, les PSS. Comment? Alors, justement, à travers ces différents voyages multidimensionnels? Bah, en fait, je dirais tout découle de cette fameuse, on va dire, retrouvaille que j'ai eue avec Esaïel, hein, mon frère des Pléiades, à l'âge de 8 ans, là. Euh, tout est parti de là, en fait, parce que je me suis aussi retrouvé à être abducté par ce qu'on appelait les gris, les êtres gris. Et donc, il m'abductait au moins 2 fois par semaine à ce moment-là. Et parallèlement à ça, j'avais d'autres mémoires aussi, d'autres expériences que je vivais, mais sur des lignes de temps parallèles. Et je me retrouvais qu'avec des militaires. Et sur le coup, c'est vrai qu'à cet âge-là, je ne comprenais pas forcément tout ce qui m'arrivait. Et Zahel me disait à chaque fois, t'inquiète pas, tu vas comprendre au fur et à mesure. C'est normal que tu sois un peu perdu, entre guillemets, par rapport à tout ça. Mais je vais t'expliquer certaines choses. Et donc, en fait, c'est lui qui m'a révélé que je faisais partie d'un programme humain, on va dire, militaire, et qui était franco-américain. Et ce programme s'appelle le Solar Warden, Solar Warden. OK. ouais, le gardien solaire. Ouais. J'ai appris un mot grâce à toi. Moi, exolition, c'est un terme que j'ignorais. Donc, bah, j'imagine qu'avec tout ce que tu vis et ce que tu as vécu depuis petit, ce terme est arrivé comment? Est-ce que tu peux nous le définir selon ta perception? Ce qu'est l'exolition, parce que le livre, c'est ça aussi. C'est le temps, la conscience et l'exolition. Oui. Alors, c'est vrai que ce terme, du moins ouais, ce mot, m'a été révélé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, il y a à peu près 5 ans. Euh, c'est Esaïel qui me l'a transmis de cette façon, en fait, pour que je puisse employer un mot on va dire, va tenter d'expliquer certaines choses que l'homme a oubliées depuis très longtemps, en fait. Donc, c'est lié, en fait, à la multidimensionnalité, à l'amour et à la conscience, évidemment. Parce qu'en fait, exolition veut dire
retour à soi. Du fait que l'humain est tout le temps placé à l'extérieur de lui, en fait, c'est complètement perdu, on va dire, fourvoyé. Et ce terme, eh ben, permet de rappeler ça, le retour à soi. Et c'est important de revenir à soi. D'accord, parce que c'est vrai que le terme exo, il a plutôt tendance à mettre à l'extérieur. Oui, Alors peut-être que exolition, c'est un moyen de revenir de l'extérieur, peut-être vers l'intérieur. c'est ça. Et, inversement, voilà, je vois dans ce côté à l'extérieur, c'est sortir de l'ego. Sortir de l'ego, simplement. Retour à soi, c'est sortir de l'ego pour se rendre compte qu'on est l'extérieur, on est l'univers. C'est ça, soi. Voilà. Aussi, Donc, c'est pour ça que le côté, le mot, le préfixe exo, je trouve ça tout à fait juste, parce que c'est toute une façon, par l'amour évidemment. Qu'est-ce que c'est d'autre que l'amour, sinon intégrer en soi ce qu'on croyait extérieur. C'est sortir de l'ego, pour moi. C'est une oui, science, en fait, c'est une science spirituelle. C'est différent que de parler de spiritualité, tout ça, c'est pas la même chose. C'est vraiment précisément comment faire pour que de cette identification, fausse identification à un ego, je m'aperçois, je comprenne ma véritable identité qui est universelle et donc multidimensionnelle, évidemment. Et de reste en découle. c'est ça, parce qu'en fait, exactement, l'exolition, en fait, permet de nous rappeler qui on est vraiment, mais intégralement, c'est-à-dire en tant que conscience. Et oui, Ça, et c'est la quelque conscience, chose du auquel coup, tu elle as est accès. partout. Pardon, Franck, excuse-moi. Est-ce que David et Franck, par exemple, ce retour à soi dans sa complétude, est-ce que c'est des choses que vous vivez au quotidien, David, par exemple, parce que ce terme t'a été offert? Bah, disons que oui, j'ai pu vivre de nombreuses reprises, on va dire, ce genre d'expérience, oui, où il y a même pas de mots d'ailleurs pour décrire ce qu'on peut ressentir. Euh, les mots sont trop faibles et trop pervertis. On pourrait même pas expliquer par des termes. Parce qu'en fait, quelque part, on réintègre le grand tout, si je peux dire ça comme ça. Wakatanka. Wakratranka. Mais le mental, il est fait pour ça. Le mental, il est fait pour nous réduire à l'ego. Et ça marche très bien, évidemment. Il a peur de reste, il a peur de l'inconnu, il a peur de l'extérieur. Donc, notre mental, notre vocabulaire, toute notre façon de parler, elle est complètement liée au mental, évidemment. Donc, les mots sont jamais bien adaptés pour parler de ces trucs-là, ce qui pose des problèmes pour la communication avec les autres gens qui peuvent ne pas comprendre ce qu'on veut dire, qui peuvent se dire, oui, qu'est-ce que c'est que ce rêve, etc. Mais bon, euh, au quotidien, tu demandais ce qu'on le vit au quotidien, mais autant que possible, parce que on est bien obligé de vivre avec son ego, et on vit avec son ego. Là, c'est notre ego qui est présent, qui utilise l'ordinateur, etc. Euh, on n'est pas dans un sentiment de multidimensionnalité. On est juste en train d'essayer de manifester dans une seule réalité, dans une seule ligne de temps, de se réduire à une seule ligne de temps, à un seul ego, à une seule relation, essayer de communiquer tout ce qui est en dehors et tout ce qui est au-delà de cet ego. Donc c'est évidemment extrêmement difficile, mais le vivre, c'est manifester de l'amour, tout simplement, et manifester de plus en plus d'amour, parce que l'amour, c'est une progression. J'avais un ami poète qui s'appelle Dominique Cagnard, qui disait aimer, c'est aimer plus. Aimer, c'est aimer plus. On ne peut pas définir l'amour en disant j'aime comme ça, pas autrement. Alors que l'ego est toujours en train de dire moi j'aime comme ça, j'aime pas autrement. Si t'es blonde, j'aime. Si t'es pas blonde, j'aime pas. Si il se passe ça, ça va. Si on dit ça, ça va pas, etc. Ça, c'est une façon d'aimer extrêmement limitée. Et c'est normal. Tout le monde passe par là, évidemment. Mais si on essaye de pratiquer l'exolition, en fait, en quelque sorte, eh ben, une fois qu'on a compris, parce que si on n'a pas compris, c'est pas facile. C'est pas facile parce que le mental fait obstacle. Le mental va toujours essayer de nous réduire à l'ego. Mais si on a compris, on passe dans le supramental. Et c'est ça qui est important parce qu'une fois qu'on passe dans le supramental, il n'y a plus d'obstacle. Et pour passer dans le supramental, il faut rassurer l'ego. Il faut que l'ego n'ait plus peur de dépasser l'ego
en disant il n'y a pas de risque. Au contraire, le seul risque, c'est d'aimer plus. Le seul risque, c'est d'être plus dans l'amour, d'être plus dans la paix, plus plus en unité avec soi-même. Donc c'est ça ça on peut le vivre au quotidien, mais même en vivant à travers un ego, parce que ce n'est qu'au niveau de l'ego qu'il y a vraiment la confrontation au monde, donc la communication possible. Il faut bien être séparé du monde, se sentir séparé du monde pour Voilà. pouvoir communiquer avec le monde, pour pouvoir l'aimer, mais tout en sachant que le monde c'est soi. Et donc la relation, elle est complètement différente. Et cette relation, elle peut être très différente au quotidien. On ne va pas revenir en arrière et d'un seul coup se retrouver dans l'égotisme, etc. Ou dans le fait de dire j'ai raison, l'autre il a tort, je suis en concurrence avec, ce que je gagne c'est lui qui perd et ce qu'il perd c'est moi qui le gagne, etc. Tout ça c'est plus possible. Donc au quotidien, ce genre de relation a disparu, ils sont remplacés par une relation de, de, d'amour évidemment, mais d'un échange qui est un échange comme si c'était soi, en cherchant avant tout l'épanouissement de l'autre, en cherchant avant tout l'élévation vibratoire du tout, parce que c'est le fait que chacun se croit séparé et soit en confrontation les uns avec les autres qui diminue le niveau vibratoire. Si on enseigne l'inverse, si on enseigne que nous sommes un et qu'on a besoin les uns des autres et que je ne peux pas être moi, Franck ne peut pas être Franck, si Stéphane n'est pas Stéphane, si David n'est pas Stéphane, etc. Chacun a ses particularités. Il n'y en a pas deux qui peuvent être pareils, sinon on n'existerait pas. S'il y avait deux fois le même nombre dans l'infini, ça ne marcherait pas. Chacun a une spécificité, évidemment, c'est ce qui nous donne notre raison d'être. Et donc, accepter totalement ce que l'autre peut être et aimer ce que l'autre peut être tel qu'il est, même si on a l'impression qu'au niveau des égos, il y a des frictions ou autre chose, c'est pas grave. On fait abstraction de ça. On sait que c'est soi, donc on a besoin de l'autre. Que c'est en l'aimant qu'on devient plus soi-même et qu'on s'élève et qu'on aide l'autre à s'élever aussi. C'est ce que font tous tes amis, David, du Cosmos, etc. Pourquoi ils s'occupent de nous? Parce que si nous on grimpe, eux ils grimpent aussi. Et c'est en nous faisant grimper qu'ils grimpent, parce que le fait de nous aider à nous élever spirituellement, c'est pour eux une preuve d'amour. Et donc ils s'élèvent aussi en amour. Ils ne sont pas arrivés, c'est pas parce qu'ils sont dans d'autres sphères qu'ils sont arrivés au sommet. Il n'y a pas de sommet. On est toujours là pour aimer plus. Et en nous manifestant de l'amour comme ça, en nous aidant à nous épanouir, à élever nos vibrations, à être plus nous-mêmes, en nous donnant des informations comme la haute métaphysique évidemment, pour nous aider à comprendre mieux et à nous faire de l'exolition, à sortir un peu de l'ego, ben, ils nous rendent service, mais ils se rendent service à eux-mêmes. Parce que tout le monde est tout le temps en train de grimper vers l'infini. Tout le monde est en train de grimper vers l'amour infini. On ne peut pas y échapper. Alors, on Si je me résiste plus permets, et vivre l'exolition au quotidien, c'est résister moins, s'empêcher oui. moins d'aimer, parce que c'est notre nature. On parlait des mots tout à l'heure, là, je suis en train de faire un lien avec ce que disait David. Quand tu vis des expériences telles que l'expérience de David, les mots sont superflus, ils ramènent dans quelque chose qui est tellement enfermant par rapport à, à cet espace qu'on peut vivre à un moment donné. Et quand tu parles d'amour, moi, il y a deux choses qui me viennent, et j'ai envie de m'arrêter 2 minutes là-dessus. À l'amour, il y a l'amour chimique, que tu ressens chimiquement dans ton corps, lié à l'ocytocine, etc. Et puis, il y a une autre forme d'amour. Alors, je ne dis pas qu'elle est différente, enfin, je ne dis pas que c'est pas la même, mais qu'elle est peut-être vécue différemment, ou c'est un amour qui est électromagnétique, j'ai envie de dire. Quelque chose qui te transporte au-delà de la chimie corporelle. Des niveaux différents. C'est la même nature, c'est le même principe. La recherche de l'unité avec l'extérieur. Mais cette recherche d'unité avec l'extérieur, qui est en fait la nécessité d'être infini, alors qu'on ne peut pas être infini. On essaye tout le temps d'intégrer des mémoires, d'intégrer des expériences, d'intégrer l'autre, etc. Et on tend comme ça vers l'infini. Mais on ne peut pas y arriver, parce que l'infini, justement, par définition, comme il n'est pas fini, on peut pas le cerner, on ne peut pas arriver au bout. Donc, toutes les formes d'amour, qu'elles soient chimiques, qu'elles soient autres, ou gravitationnelles d'ailleurs, c'est pareil, c'est une forme d'amour. Le fait d'être attiré, mon stylo, il tombe, c'est de l'amour entre lui et la Terre. Nous, on ne le voit pas comme ça, mais lui, il le voit comme ça. Et toutes ces formes-là, ce sont des formes à des niveaux différents, des niveaux vibratoires différents,
mais le principe est le même. L'amour aussi est un principe. Absolument. Et David, par rapport à la manière dont tu as vécu ces différentes formes d'amour euh, dans la chimie, mais peut-être d'autres formes d'amour, est-ce que dans ton expérience, dans tes cellules, c'est quelque chose qui est engrammé? Parce qu'effectivement, il y a les mots, mais tu vois, moi, en écoutant la haute métaphysique, ben, il y a des moments où mon mental n'était plus là parce qu'il avait l'impression de ne pas comprendre. Par contre, intérieurement, il se passait quelque chose, cellulairement, au niveau fréquentiel, qui fait qu'on est encore là aujourd'hui. Toi, c'est quoi ta définition, entre guillemets, en tout cas, ton expérience autour de l'amour? Bah, l'amour, pour le résumer en quelques mots, je dirais en fait oui, ce sont des fréquences, ce sont des vibrations. C'est notre état d'être originel, si je peux dire, en tant que conscience, parce que nous sommes amour en fait. Et quand on le vit, quand on le ressent vraiment dans toutes les cellules, jusque dans l'ADN, c'est complètement différent de ce que le mental perçoit ou l'ego perçoit. Et c'est quelque chose, ça, au quotidien, par exemple, David ou Franck, avec lequel vous, pas, je ne sais pas si on œuvre avec, je ne sais pas si la manière dont je vais le dire est correcte, mais avec lequel vous êtes en lien en permanence. C'est-à-dire que même dans les difficultés qu'on peut rencontrer, les obstacles, euh, on peut le faire à partir de cet espace-là. Souvent, on nous parle, oui, on est dans la dualité, il y a le positif, le négatif, t'es beau, t'es moche, t'es grand, t'es petit. Bon. Mais il y a aussi cet espace du point zéro, cet espace aussi où on a cette sensation d'unité, l'œil du cyclone. Tout pourrait partir à volo autour de nous et pour autant, il se passe quelque chose de serein dans un espace de dualité. Oui. C'est ça qui est le plus important. Heureusement qu'il y a ces obstacles. Heureusement qu'il y a ces problèmes. Heureusement qu'il y a ces rencontres avec des gens qu'on ne peut pas supporter ou quoi. Ou heureusement qu'il y a des gris qui viennent nous chatouiller de temps en temps. Parce que c'est comme ça qu'on se développe en amour, évidemment. Si tout le monde il était beau, tout le monde il était gentil, en quoi progresserions-nous? Justement, on est là pour toujours intégrer davantage et intégrer tous les niveaux vibratoires qu'ils soient passés, qu'ils soient antérieurs, qu'ils soient inférieurs ou qu'ils soient à venir. Ceux du passé, on peut être en contact avec, c'est plus facile. Ceux de l'avenir, c'est pas facile. Il y a des gens qui arrivent à le faire, comme David, etc. Mais dans tous les cas, c'est un exercice pour aimer plus. Et on n'a rien d'autre à faire qu'essayer toujours d'aimer plus. On ne peut pas se figer à une façon d'aimer. Donc, si aujourd'hui il y a des choses qui me paraissent insupportables, des choses que je déteste, ou des gens, etc., des épreuves, tout ce qu'on veut, eh bien justement, c'est un exercice merveilleux, c'est un exercice qu'il faut absolument gérer. On ne va pas réussir à chaque fois, hein, on ne réussit pas l'examen à tous les coups, mais on sait qu'il faut le réussir, et on fait en sorte de le réussir le mieux possible. C'est tout. Il ne faut pas se flageller en se disant oh, je suis nul parce que je n'ai pas réussi à me réjouir d'une situation difficile. Non, on n'est pas nul. On a fait ce qu'on a pu à ce moment-là et puis on fera mieux la prochaine fois. Mais il faut que ce soit recadré dans ensemble, dans un cadre justement qui soit où on sait où on va. On sait quel est le sens de ces épreuves, le sens de ces mauvaises rencontres, etc. Toutes ces choses-là, elles sont là pour être reconnues, intégrées, de façon à ce que ce qu'on n'était pas capable d'aimer hier, on est capable de l'aimer aujourd'hui. On se hisse à un autre niveau vibratoire. L'ancien niveau vibratoire existe toujours. Encore une fois, le temps n'existe pas. Mais on s'est hissé à une autre façon d'aimer. C'est un tout autre univers, en fait, une fois qu'on a changé. Parce que l'univers, c'est dans la conscience. C'est la conscience qui vit tel univers ou tel autre univers. Et donc, si je change de façon d'accepter ou d'aimer le monde y change forcément. Dans la conscience, c'est un autre niveau, c'est un autre univers. Pas d'univers objectif, il n'y a pas d'univers réel, pas parce qu'il y a une façon d'aimer qui est juste et une autre qui n'est pas juste. Toutes les façons d'aimer existent, tous les univers existent, et la conscience ne fait que circuler de l'un à l'autre. Elle ne peut pas faire autrement que de circuler que de l'un à l'autre. De Donc, toute donc, façon, elle circule. On freine plus ou moins, on veut ralentir plus ou moins cette progression euh, jusqu'à ce qu'on ait compris. Jusqu'à ce qu'on ait compris que c'est notre intérêt de toute façon. C'est l'intérêt de tout le monde. On est là pour ça. Et donc, on y va gaiement. Et que lorsque quelque chose de désagréable se présente, on se dit, ah, j'ai créé ça,
Pourquoi je l'ai créé? Je l'ai créé parce que c'est quelque chose que je n'aimais pas. Et donc, je dois apprendre à l'aimer. C'est la seule raison pour laquelle je l'ai créé. Je ne peux créer à l'extérieur de moi que des choses que j'ai besoin d'intégrer. Donc, une fois que j'ai compris le principe, j'essaie de le faire. C'est plus ou moins facile, mais on le fait. Et plus on le fait, mieux c'est. Et Donc, en faisant, non seulement on hisse ceux qui étaient en dessous et qu'on détestait ou qu'on ne pouvait pas supporter, on les aide à s'élever. Et ceux qui sont au-dessus, ils sont contents parce qu'on les aide aussi à s'élever. On est tous solidaires de ce point de vue-là puisqu'on est une seule conscience. donc ils sont pas au-dessus ou en dessous, c'est simplement que la fréquence est différente. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que nous n'évoluons pas, nous sommes le processus d'évolution lui-même. C'est C'est un ça. petit peu. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, David, de tout ça? Est-ce que c'est en lien avec tout ce que tu expérimentes Ah aussi? ben, bien sûr, et d'ailleurs c'est pour ça que il y a un livre du coup qui a été coécrit par nous deux et qui relate bien tout ça, parce qu'évidemment tout se rejoint. Par rapport aux expériences que j'ai pu vivre, justement, ben, c'est là qu'on voit que tout se rejoint. Euh, il y a beaucoup d'expériences que j'ai vécues, notamment avec des êtres exogènes, euh, qui m'ont permis justement de prendre encore plus conscience de ça, si je peux dire, en employant ce terme, de la réalité de tout ça. Qu'on ne fait tous qu'un, et d'ailleurs les Lakota le disent toujours, Mitakuye Oyasin, nous sommes Eh un, oui. en fait, voilà. Donc, c'est pas pour rien que tous ces peuples autochtones, d'ailleurs, avaient toujours connaissance de ça, vraiment. Parce que dans l'absolu, nous ne faisons réellement qu'un, parce que nous sommes la conscience, le grand tout. Donc après, il y a des expériences que nous vivons, entre guillemets, dans l'incarnation, pour nous permettre de nous rappeler qui nous sommes ou qui nous ne sommes pas aussi. Parce que, comme dit Franck, il y a des expériences, oui, si j'ai choisi ça, quelque part, en- pour parler vulgairement parlant, c'est de la merde, je subis telle ou telle chose. En fait, non. Ce sont des expériences pour nous permettre de nous rappeler que nous ne sommes pas ça, justement. Et ce qui m'emmène à te poser une question aussi, parce que tu parles beaucoup de ta connexion avec les êtres exogènes, donc ces espaces multidimensionnels où tu réalises finalement que, tout comme Franck, que le temps n'est pas ce qu'on nous a enseigné, que c'est bien autre chose. Euh, euh, cette connexion-là, est-ce que c'est quelque chose que tu induis consciemment ou où tu sais que voilà, tu es prêt à recevoir, ou c'est quelque chose qui vient sans que quoi que ce soit en toi puisse s'y préparer? C'est-à-dire que ça vient te surprendre. Et j'en profite pour montrer le livre. Et oui, on va le montrer tous les deux. C'est la première fois qu'on en voit deux en même temps. Du coup, je ne l'ai pas sous la main. T'inquiète, on a ce qu'il faut. Vas-y, excuse-moi, vas-y, David. Alors, comment je pourrais dire? J'irais, c'était un peu tout ce que tu as énuméré en fait. Euh, Étant plus jeune, oui, ça venait me chercher en fait, parce que j'avais pas, entre guillemets, la mémoire de certaines choses, de certains processus, on va dire. Euh, Par rapport à la conscience, à l'esprit et au fait de se connecter en fait à des mondes qu'on dit plus subtils. En fait, on est très loin, si je peux dire ça comme ça, de la réalité des choses. C'est juste des fréquences. Et en fait, pour accéder à certains plans, comme on dit sur Terre, eh ben, il faut juste s'élever dans les fréquences d'amour. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, comme on le disait tout à l'heure. Tout est là, en fait. Tout est là, maintenant. Donc, pour accéder à ce qu'on appelle l'au-delà, etc., les mondes subtils, les cinquième, sixième dimensions, etc., ben, en fait, il n'y a même pas tout ça dans l'absolu non plus, ce sont juste des fréquences. Alors, plus nous nous élevons en fréquence d'amour, et ben, plus nous accédons justement à tous ces plans. Donc, un enfant de 8 ans comme toi, qui d'un seul coup reçoit toutes ces informations en étant complètement surpris et finalement qui va être sa vie dans cette réalité-là, Mm. euh, pour son propre bien, bien sûr, mais aussi pour le bien de ces êtres exogènes et pour l'humanité de manière générale. Évidemment, tous les enfants n'arrivent pas avec les mêmes fréquences, il y en a plein qui le font et souvent même ils se coupent. Je ne sais pas si toi ça t'est déjà arrivé ou de vouloir que ça s'arrête à un moment donné parce que c'est trop, parce que tu as déjà vécu ça, te dire stop les gars là, moi je ne peux pas assumer ça. Alors, effectivement, ça m'est arrivé une fois où j'ai voulu tout stopper avec les PSS parce que c'est vrai que les gens ne savent peut-être pas de quoi on parle vraiment ici, mais à travers les PSS, en fait, on luttait énormément contre ce qu'on appelle les êtres involutifs, les êtres reptiliens, les gris, etc., qui étaient là, en fait, clairement pour dominer, contrôler le monde. Et en fait, c'est ce qu'ils font, hein. Même s'ils sont plus vraiment là, mais ça continue par le biais de ce qu'on appelle l'état profond, en fait.
Et il faut savoir qu'en fait, toute l'humanité a été mise sous esclavagisme euh, de par le biais de ces êtres-là. Parce qu'en fait, ils se nourrissent de l'être humain, mais dans tous les sens du terme, hein, sans rentrer dans les détails, que ce soit psychique, émotionnel et même au niveau de la chair, etc. Et donc, à un moment donné, ben, en tant que super soldat, c'est le terme qu'on emploie comme ça, hein, à travers les PSS, et ben, à un moment donné, j'en avais marre parce que je voyais beaucoup de gens mourir et me battre, c'était pas non plus dans mon ADN en tant qu'humain, on va dire. J'aimais pas ça, la violence. Et à un moment donné, ben, j'en avais vraiment marre et j'avais dit stop. Et ça Et, s'arrête quand tu dis stop? Est-ce que et ça ben, s'arrête, quoi? et ben, en fait, effectivement, ça s'est arrêté quelque temps. Pas longtemps. Mais, Pas mais- longtemps. parce que tu as choisi d'y retourner d'une certaine manière, donc d'apprendre à aimer ce que tu n'aimais pas. C'est exactement ce que nous disait Franck tout à l'heure. À un moment donné, ces expériences-là qui viennent heurter notre ego, et dire non, moi, j'aime pas ça, etc., c'était une manière aussi pour toi d'accueillir, d'accepter ça et finalement de l'aimer. Bah oui, on peut dire ça en fait. Et effectivement, euh, Esaïel me conseillait en fait de prendre du recul et de rentrer à nouveau dans l'exolition justement par rapport à beaucoup d'aspects et notamment celui-ci. Et en fait, c'est vrai que au bout de quelques semaines, en me replaçant dans l'exolition, on va dire dans l'être-té, eh ben j'ai appris du coup, si je peux dire ça comme ça, à accepter, à accueillir, oui, et à tout englober d'amour. C'est très important, ça, parce qu'on est tous confrontés à ça un jour ou l'autre, des choses dans ce genre-là, même dans la vie quotidienne. Et il y a un petit bouquin qui a été écrit il y a quelques années, je me rappelle plus du tout par qui d'ailleurs, c'est assez ancien, qui s'appelait Le guerrier pacifique. Le guerrier pacifique. Ça veut dire, euh, on fait, la vie est une guerre permanente, mais c'est une guerre qui doit être sans haine. C'est-à-dire qu'il y a une guerre dans l'amour. On passe notre temps. Krishna, il a passé sa vie à faire la guerre, mais c'est jamais avec de la haine. On le fait parce que c'est des circonstances qui obligent à défendre certaines valeurs, à défendre certaines choses. Mais on ne peut pas avoir en même temps un mépris ou une haine de l'adversaire. On sait que l'adversaire n'est qu'un exercice qu'on se donne pour pouvoir développer plus d'amour là où il n'y en avait pas. Et comme disait aussi, Excuse-moi, je suis obligé de t'interrompre, Franck. Pardon. Parce que c'est par rapport au mot guerre. Euh, J'aimerais bien que parce que tu vois, on entend souvent guerrier de lumière, etc. Et moi, j'arrive pas à saisir ce concept. Que tu me parles d'artisan, de pilier, bon. Mais guerrier de lumière, ça veut dire quoi? Est-ce que déjà, toi, c'est un assemblage de mots qui va ensemble? Et surtout, qu'est-ce que ça représente, la guerre? ça représente c'est toujours une guerre contre soi-même quelque part. C'est toujours une guerre contre ses habitudes, ses façons de réagir. Mais pour que ces façons de réagir puissent se développer dans le bon sens, il faut défendre certaines valeurs qui sont toujours menacées par quelque chose d'extérieur qui veut te faire reculer, qui veut t'empêcher d'aimer. C'est là que ça se passe. Le, beaucoup de ce qu'on appelle nos adversaires, c'est pas nos ennemis, ce sont des adversaires comme dans un jeu. Quand on est au football, on a des adversaires, on n'a pas d'ennemis. Simplement, il faut défendre son camp. Et on le défend en ayant le plus grand respect pour l'autre. Après, on va se prendre dans les bras à la fin du match. C'est comme ça que ça se passe. Euh, Toute cette expérience de soldat, etc., qu'il peut y avoir. Dans nos vies, on est tous des soldats quelque part. On est tous à un moment donné confrontés à des choses qu'on ne peut pas accepter pour défendre sa famille ou pour autre chose. On le fait, mais on le fait sans haine, parce qu'on sait que l'autre n'y est pour rien. L'autre, il n'y est absolument pour rien. On l'a appelé parce qu'on n'était pas capable d'aimer ça. Et donc, c'est le moment de l'aimer. Mais l'aimer ne veut pas dire laisser faire. C'est pas parce que on peut reconnaître ou aimer quelqu'un comme étant faisant partie de notre conscience qu'on va tout accepter. On est là au contraire pour montrer l'exemple et faire élever les choses, pour que tout le monde s'élève. Et c'est pas facile. C'est un travail permanent. C'est quelque chose qui est d'ailleurs infini. C'est pour ça que les guerres auxquelles participent
David, elles sont sans fin. Il y a des victoires, il y a des défaites, il y a tout ce qu'on veut. Mais dans 1000 ans, on continuera de faire ce travail. Comme il y a 10 milliards d'années, on le faisait déjà. C'est comme ça. On n'a jamais fini de construire en nous cette capacité à accepter mieux, à aimer mieux et malgré tout à être ferme, comme, comme un parent par rapport à un enfant. Il fait pas la guerre à son enfant. C'est pas parce que son enfant fait des bêtises qu'il fait la guerre contre lui. Il aime son enfant, mais il va l'empêcher de les faire. Il est obligé de défendre certaines valeurs. Et il les défend autant qu'il peut. Et on les défend en fonction de ce qu'on, de circonstances, quoi, de ce qu'on ressent comme des attaques, mais sans David? haine. Oui, alors pour, on va dire, pour appuyer tout ce que vient de dire Franck, après, c'est vrai que il faut pas oublier que sur Terre, beaucoup de termes ont été dévoyés, inversés, pervertis, etc. Euh, je dirais le terme, le mot guerre, faut pas en avoir peur, faut pas en ressentir quelque chose de négatif, parce qu'en fait, à la base, ce mot est très positif, si on peut dire ça comme ça. Parce que euh, en fait, quand on parle de guerrier, il faut savoir que quand on dit être guerrier, c'est faire face en fait à tout ce qui peut arriver dans notre vie, sur le plan physique, on va dire, matériel, etc. Être un guerrier, c'est faire face à tout ça, mais sans peur. Donc en fait, être un véritable guerrier, d'où les termes guerrier pacifique, etc., ou le terme de guerrier dans toutes les cultures autochtones à travers le globe. Être un véritable guerrier, c'est faire face et vivre les choses sans peur, être soi en fait. C'est ça être un véritable guerrier. Ouais. Il y a, si vous connaissez un peu Phil Laut est un auteur qui a inventé le rebirth, d'ailleurs, je crois. Il avait une expression qui est merveilleuse. Il disait, en présence de l'amour, tout ce qui n'est pas de l'amour remonte pour guérir. En présence de l'amour, tout ce qui n'est pas de l'amour remonte pour guérir. Mais on peut toujours considérer que son adversaire ou celui qui veut notre mort ou autre chose, c'est quelqu'un qui remonte pour guérir. Et on est là pour le guérir. On n'est pas là pour le détruire. On ne pourra pas le détruire d'ailleurs. Toutes les lignes de temps existeront toujours. Toutes les niveaux vibratoires existeront toujours. Mais on est là pour l'élever. On est là pour lui apprendre ce que c'est que la paix. On est là pour lui apprendre ce que c'est que l'amour. Et il va le ressentir parce qu'il est là pour guérir. Faire face sans peur, comme tu disais, David, moi, ça me rappelle aussi les luttes à sudation. Là, j'en parle parce qu'on a cette connexion ensemble. Mais c'était une manière aussi, parce que tu parles de sans peur, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas peur. Mhm. Ça veut dire que, et c'était peut-être là aussi l'acte guerrier, quelque part, de se dire, mais j'ai pas envie de me laisser la peur prendre le contrôle de mes actes, de mes paroles, de mes pensées et agir en fonction de ça. Par contre, je vais faire quelque chose, et ça va être ça aussi l'objet du livre, et puis de vos expériences, messieurs. C'est aussi qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour me recentrer dans ma présence, celle qui est sans peur, justement, pour pouvoir partir au front, défendre mes valeurs, faire face sans peur. On est bien d'accord que c'est pas parce qu'il n'y a pas de peur, c'est parce que tu l'as Mhm. transcendé à un moment donné. Est-ce que toi, c'est dans ton expérience aussi? Ah C'est bah impressionnant. oui, 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 bien sûr, j'ai dû faire face très vite, entre guillemets, à certaines peurs, hein, parce que quand j'étais enfant, notamment bah, encore à l'âge de 8 ans, quand je me suis retrouvé enrôlé, si je peux dire ça comme ça, dans le programme Solar Warden, Euh, quelques jours après, aussitôt, je me suis retrouvé face à des reptiliens Dracos qui mesuraient 2,50 m, 3,50 m de haut et qui pesaient au bas mot 1 tonne. Et l'énergie qu'ils dégagent, croyez-moi, quand je dis ça, ça fait peur à tout le monde, hein. Parce ils ont une haine en plus qui pourrait pas être décrite par des mots, encore une fois. Et donc, quand on est gamin et qu'on se retrouve face à ça, bah là, on est obligé d'affronter ses propres peurs. Et comment tu fais concrètement dans la matière pour être face? Alors là, on parle de draconien, mais ça peut être des choses aussi du quotidien dans l'espace tridimensionnel, ou même des mémoires. Euh, qu'est-ce que tu as mis en place, toi? Bah, Euh, je dirais en fait, c'est vrai que j'ai toujours eu, on va dire, cette intuitivité quelque part où il fallait rester centré, tout le temps centré, aligné, comme on dit, pour reprendre ces termes aussi. Et c'est très important en fait d'être tout le temps centré dans le chakra du cœur parce qu'en fait, c'est là qu'est l'amour, qu'est notre être-té, pardon.
Ante ishtaoyate. Voilà. Donc, le fait d'avoir peur, quelque part, ben, nous déplace encore à l'extérieur de nous parce qu'on se laisse influencer par quelque chose d'extérieur à nous ou qu'on croit extérieur à nous. Donc ce draconien, finalement, c'était une fréquence que tu avais besoin de vivre aussi Ah, pour le transcender. C'était ton niveau de réalité. ben, on peut dire ça, oui, effectivement, parce que quelque part, c'était même une préparation de la part des militaires parce que, ils savaient très bien à quoi j'allais être affronté plus tard. Je crois que la meilleure arme contre la peur, c'est la compréhension. J'en reviens toujours là, évidemment, moi, c'est mon dada en tant que métaphysicien. Pour moi, c'est comprendre, c'est la première chose. Si je comprends, un peu comme disait Phil Laut, si je comprends la raison d'être de cet adversaire qui fait 3,50 m de haut et qui veut m'avaler, euh, si je comprends sa réalité, si je comprends pourquoi je l'ai créé, etc., bah, la peur doit disparaître. C'est là pour ça. C'est à ça que ça sert la compréhension. Ça fait reculer la peur de l'infini, la peur de se perdre, la peur de la disparition de l'ego, la peur de tout ça. La peur de l'autre. La peur de l'autre, c'est la peur d'être confronté à l'autre et la peur de remettre en cause notre ego. C'est toujours l'ego qui est en question dans ces histoires-là. Toutes les peurs sont liées à ça. Eh bien, pour moi, le meilleur moyen, c'est de comprendre le plus profondément possible pour que le mental, qui est le ressort de la peur, euh, n'ait plus peur, ne considère plus ça comme un véritable danger, mais comme une opportunité. Et bon, ça revient à se dire, comme David dit, se centrer en soi-même. Oui, se centrer. C'est comme ça que on essaye de le faire, mais avec la compréhension, c'est beaucoup plus facile. Et sans la compréhension, c'est beaucoup plus difficile. C'est comme tout exercice spirituel. On fait plein d'exercices spirituels pour évoluer, pour développer l'amour, etc. On peut se regarder dans la glace en disant je m'aime, je m'aime, je m'aime. Mais s'il n'y a pas la compréhension, on va faire ça pendant des millions d'années. Alors qu'avec la compréhension, ça ira beaucoup plus vite. Moi, c'est mon- c'est en ça que je pense que il y a un apport à faire par rapport à toutes ces expériences, toutes ces façons de vivre, etc., qui sont dans le monde entier et qui, à juste titre, veulent nous spiritualiser, veulent que la paix vienne, etc. Mais un apport essentiel, et d'ailleurs cet apport, c'est pas, c'est pas forcément ma chapelle, hein. C'est aussi des informations qui viennent de loin, qui viennent d'Andromède, qui viennent, etc. Elles sont là justement pour grimper d'un cran et qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on comprenne ce qu'on fait là et qu'on comprenne pourquoi on a créé l'autre, qu'on comprenne ce que c'est que les ressorts de la spiritualité. Pratiquer la spiritualité sans comprendre ce qui se passe, c'est embêtant. C'est moins efficace. Donc pour aller plus loin, pour grandir encore, la compréhension, c'est un apport, moi je pense, déterminant. Donc la compréhension, pour toi, finalement, ça serait presque une prise de conscience de ce pourquoi c'est là, pourquoi on est là, quel mécanisme, quel ressort il peut y avoir derrière. Parce que ce livre-là, finalement, c'est ça. Oui, C'est un livre scientifique sur l'origine des choses. oui. Et donc la compréhension, est-ce que tu peux juste, peut-être, et David aussi, nous donner ta définition de la compréhension? Elle passe par quoi? Par la reconnaissance de l'évidence que refuse le mental. Le mental, enfin, nous savons déjà tout puisque nous sommes la conscience. On n'a rien à apprendre en réalité. Mais le mental fait en sorte qu'on ne s'en aperçoive pas. Le mental réduit la conscience à certaines choses. Le reste, il en a peur. C'est sur le mental qu'il faut agir. Il ne faut pas supprimer le mental. Il faut qu'il devienne supramental. Il faut qu'il accepte des choses qu'il n'acceptait pas, c'est-à-dire des évidences, des certitudes euh, que jusqu'à présent il occultait, il ne voulait pas les voir, et que maintenant il reconnaît comme normal. Et il faut que ce soit des choses qui soient profondément rationnelles, hyper rationnelles, sinon il ne va pas les accepter, que le mental ne va fonctionner qu'avec ça. D'où l'importance de mettre en évidence
certaines certitudes que le mental va dire, ah bah oui, chouette, ça me va. Et une fois qu'il a pris ça, bah, il s'est aperçu qu'en fait, il a développé l'amour et qu'il a ouvert la conscience. Il n'y a pas d'effort à faire à partir de là. Et Ouais. le genre de certitude, du genre, il n'y a que soi, il n'y a que je suis. Et je suis la conscience. Parce que tout ce que je perçois à l'extérieur, évidemment, c'est pas extérieur. Si c'était extérieur, je ne percevrais pas. Où s'arrêterait ma conscience et où commencerait l'extérieur, ça ne veut rien dire. Si j'ai conscience d'une chose, c'est qu'elle est dans ma conscience. Si j'ai conscience d'un reptilien, c'est qu'il est dans ma conscience. Pourquoi je l'ai mis dans ma conscience? Puisqu'il n'y a pas d'autre principe créateur que soi, que la conscience, qui, qui, qui se donne un décor, évidemment, à chaque instant. Et ça encore, il faut comprendre. Le mental peut le comprendre, comment nous nous donnons des décors comme ça dans le monde pour réagir. Le but est de réagir correctement dans l'exolition, au lieu de réagir brutalement comme on le ferait quand on se croit un ego barricadé dans cet ego et que l'autre, c'est l'autre, et puis je ne veux pas le savoir. C'est tout ce cheminement-là que le mental peut faire quand il reconnaît des évidences comme ça qui ne mettent pas en cause l'existence de l'ego, qui le justifient et qui lui donnent son rôle, son vrai rôle d'outil pour manifester de l'amour et non pas pour être tout ce à quoi on est attaché et vouloir le barricader, vouloir l'entretenir et le maintenir tel qu'il est, et surtout que rien ne change et que je n'évolue pas. On a peur d'évoluer, et ben le mental doit apprendre que l'évolution, c'est son intérêt. Une fois qu'il a compris, bon, ben, il va intégrer tout ça. Il va intégrer. Il peut le faire. Et à partir de là, la spiritualité, ça va tout seul. On a compris. On a compris où on va, pourquoi on est là et pourquoi on fait de la spiritualité et jusqu'où ça va. On arrête de se donner des faux fuyants, des fausses informations ou des peurs ou des limites ou des interprétations qui n'ont pas lieu d'être. Donc ça C'est aide. ça pour toi. C'est ça aussi pour toi, David, par rapport à tout ce regard autour du mental, de la compréhension. Bon, ça a du sens, hein, de toute façon. C'est comme ça. Alors, oui, oui, alors ce que je voulais justement dire, c'est que il y a une chose importante qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que le mental a complètement été dévoyé, on va dire, de son rôle initial, il y a des millions d'années de ça, par des forces involutives. Pourquoi? Parce que le mental, ils se sont rendus compte que le mental était très faible, dans le sens où il avait peur. Et donc, ils se sont servis de plus en plus de peur pour le domestiquer, pour l'influencer, etc., le programmer. Et le mental, maintenant, eh ben, il vit qu'à travers des peurs, si on regarde bien les choses. Il est complètement dominé et bouffé par les peurs. Donc, quelque part, comme dit Franck, oui, il faut le rassurer. Et pour le rassurer, bah, il faut lui rappeler qu'il n'est pas ce qu'il croit et que, en fait, tout n'est qu'amour. Donc, c'est à nous, en fait, de le réaligner, si je peux dire ça comme ça, dans l'amour. C'est pas un sacré discernement, être aussi à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps et la manière dont il va pouvoir réagir. Tu parlais du chakra du cœur, tout à l'heure je dis Shante Ishta Oyate, c'est un clin d'œil pour dire que bah, en fait, nous sommes le peuple de l'œil du cœur lui-même, mais aussi que, je ne sais pas si tu te souviens de ces représentations Enlil, Enki, enfin des Sumériens, avec on a l'impression que ces rois viennent mettre la glande pinéale au cœur du cerveau humain. Mais c'est aussi cette capacité qu'on a, et elle est là aussi, et le cœur est là aussi, pour nous aider à nous rappeler, à nous souvenir que en fait, tout est déjà sous forme informationnelle, et on a cette capacité de se connecter à ces mémoires-là aussi. Bien sûr, parce qu'en fait, le but dans tout ça, c'est de nous rappeler qui nous sommes vraiment. Aussi simple. Et, et plus je vous entends, plus je vous écoute, plus ça m'emmène aussi, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il existe cet ouvrage. On parle souvent de l'ère du Verseau, on parle souvent de cette évolution humaine vers quelque chose de plus 5D, hein, pour utiliser des termes. Euh, Finalement, c'est ça aussi, peut-être, votre rôle à l'heure actuelle, les amis. Est-ce qu'on peut développer sur ce sujet un petit peu? Franck, David. On est là, évidemment, Il sert à ça, ce livre aussi, j'imagine. le mental, mais justement, cette manipulation qu'a subi le mental, c'est une auto-manipulation. C'est une auto-manipulation. C'est le mental qui, siècle après siècle, si on peut dire,
Mais c'est maintenant que ça se passe. Mais siècle après siècle, ça veut dire que c'est des mémoires, en fait. Ça, c'est des niveaux vibratoires antérieurs à celui que nous vivons en ce moment. Bon, dans tous ces niveaux vibratoires, le mental, il faut qu'il se consolide. Il faut qu'il se donne des peurs, il faut qu'il se donne des limites, etc., pour pouvoir empêcher l'évolution, pour pouvoir faire obstacle à l'amour. Et il arrive évidemment beaucoup. Mais passé un certain stade, qui est l'état actuel de l'humanité d'ailleurs, c'est clair, on est là pour passer outre. Pour passer outre, c'est-à-dire pour considérer que cette manipulation que le mental, entre parenthèses, a subie, c'est une auto-manipulation, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'être extérieur qui, qui soit. C'est des parties de nous-mêmes que nous utilisons pour aimer moins, par peur de l'infini. Et, en 4D, là où nous sommes généralement en tant qu'humains, eh ben, on est là pour comprendre et pour faire cette inversion, ce changement de braquet complètement. Ça y est, j'ai compris, c'est plus extérieur, j'ai plus de, à craindre quelques manipulations que ce soit. C'est moi qui dois guérir tous ces manipulateurs. Et je vais les guérir. Lorsqu'une flèche arrive, si elle rentre, bon, ben, il a gagné. Et si elle retourne, ben, elle n'a pas gagné. Et c'est comme ça que le fait d'être absolument solide sur ses positions spirituelles et mentales, etc., enfin tout ce qui est compréhension au cœur de soi, euh, fait une, une armure telle que, quelles que soient les flèches et les tentatives de manipulation, elles ne passent pas. Et l'autre va recevoir quoi? Il va recevoir ce qui vient de là, c'est-à-dire de l'amour. Et c'est ça qui va le faire changer, qui fait grimper. Cela dit, c'est pas parce que euh, nos manipulateurs d'antan vont grimper, et peut-être que nous étions les manipulateurs d'antan, on n'en sait rien, on n'a pas besoin de le savoir. C'est notre passé. Euh, ces manipulateurs d'antan, ils grimpent, ils deviennent nous-mêmes. Pendant ce temps-là, nous passons au-dessus et nous devenons quelque chose de bien plus grand. Mais il ne faut pas se faire il faut pas s'auto-manipuler en se répétant que nous avons subi ceci ou cela. On s'en fout de ce qu'on a subi. C'est bien, on a subi ça quand on n'avait pas compris. Maintenant, on a compris, on se réjouit de tout ce qu'on a subi. Tout ce qu'on a subi, c'était des exercices pour qu'aujourd'hui, on soit ce qu'on est. Aujourd'hui, on n'est plus manipulé. On ne se laisse plus manipuler. Et ceux qui tentent de nous manipuler maintenant, ils reçoivent en retour de l'amour qui va les guérir, ils ne seront plus des manipulateurs demain. Et comme demain, ils seront à notre place, eh ben nous, nous serons plus hauts. Et c'est comme ça que ça se passe. David, On tu reste pas perçois très aussi loin. ça? Ouais. Oui, oui, bien sûr, oui. Parce que, comme on disait tout à l'heure, de toute façon, le but, c'est de non seulement de nous rappeler qui nous sommes vraiment, mais en fait, c'est de grimper dans les fréquences d'amour. Donc, plus on va grimper, nous, bah, plus les autres derrière vont grimper, mais ceux qu'on dit aussi au-dessus de nous. Effectivement, parce que tout est relié, tout est interconnecté, puisqu'il n'y a que nous dans la conscience. C'est grâce à eux qu'on grimpe. S'ils n'étaient pas là pour nous faire grimper, comment on ferait? S'ils n'étaient pas là pour nous manipuler, comment on ferait pour se libérer de la manipulation et donc grimper? On ne pourrait pas. Ben oui, oui, parce qu'encore une fois, toutes ces expériences qu'on dit négatives, horribles à vivre, etc., sont là pour nous rappeler qui nous ne sommes pas. Donc, du fait qu'on prend conscience de ça, on grimpe forcément dans les fréquences. Et oui. S'il n'y avait pas les méchants, comment on ferait pour aimer plus? Merci les Donc, méchants. quand on entend grimper au-dessus, pour un mental qui est encore accroché au mot, on a la sensation qu'il faut encore faire des choses extérieures pour grimper, faire des choses extérieures pour se mettre au-dessus de. Alors, ça veut dire que je suis au-dessus de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que- ce Oui, qu'on ce qu'on pourrait dire, c'est que on laisse émerger en nous quelque chose qui existe déjà, qui préexiste même, et que simplement, on n'avait pas conscience concrètement que ça pouvait être le cas. Donc, c'est vrai qu'il y a tu vois, on avait une discussion, je me souviens, Franck, autour de l'expansion de conscience. Il n'y a pas d'expansion de conscience. En fait, tu remets ton regard là où il doit être, quelque oui, part. Donc, on oui, laisse émerger cette information. On oui. autorise cette information. Ou elle s'autorise elle-même à pouvoir prendre plus de place là où on a l'impression d'être étriqué, enfermé, limité.
Oui. Mm. Si on se limite à l'ego et si on s'identifie à l'ego, on va se croire supérieur à ceux qui sont en dessous. Mais il n'y a aucune possibilité de mépriser notre passé. Ça voudra dire quoi? Puisque c'est présent. Notre passé, si on n'avait pas eu ce passé, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. On ne peut que le remercier, on ne peut que l'aimer. C'est en l'aimant qu'on devient ce que nous sommes maintenant. Mais ce passé, c'est à celui-là que nous sommes confrontés et qu'on nous dit, il nous manipule, il nous tire vers le bas, etc. C'est notre passé, c'est pas autre chose. Le reptilien, c'est la 3D, c'est pas la 4D. Nous sommes là pour passer en 5D. Pour ça, il faut que les reptiliens passent en 4D. Et donc, il faut les aider. C'est notre rôle de parents par rapport à eux, de les aider à grimper. Et on est là pour ça. Il n'y a pas à les mépriser, on ne peut pas les mépriser. On ne va pas aujourd'hui, parce qu'on est des humains, mépriser les arbres ou mépriser les cactus. C'est notre passé. On ne va pas mépriser les dinosaures. C'est notre passé. C'est tout. On en a eu besoin. Il est toujours là puisque tout est présent. Mais nous, on ne s'identifie plus aux cactus. On s'identifie aux humains. Et c'est bien. Et s'il y en a qui s'identifient encore aux dinosaures, et je parle des reptiliens, dans ce cas-là, c'est la même chose. C'est le même niveau vibratoire, eh bien, c'est normal qu'ils existent. Ils existeront toujours de toute façon. Ce niveau vibratoire existera toujours. Mais nous ne sommes pas des personnes qui avons un niveau vibratoire. Nous sommes un niveau vibratoire qui se manifeste sous la forme d'une personne. Ça n'a rien à voir. C'est exactement le contraire. Les reptiliens, ils se croient des reptiliens, ils ont tort. Ils sont l'être en évolution qui provisoirement se croient reptiliens. Et demain, ils ne se croiront plus des reptiliens. Et on n'a pas à les mépriser pour ça, c'est le même être. C'est le même niveau, c'est la même réalité, c'est un de ces niveaux vibratoires. On ne va pas dire que évidemment, on peut dire que le 112 est supérieur au 104. Est-ce qu'il y a un orgueil que le 112 doit avoir pour qu'il soit supérieur au 104? C'est normal. Mais s'il n'y a pas le 104, il n'y a pas le 112. Il a absolument besoin de lui. Tous les nombres sont nécessaires dans l'infini. Et l'être n'est pas un de ces nombres, ça c'est l'ego. Il est le fait de passer d'un nombre à l'autre. L'être, la conscience, c'est le fait d'évoluer tout le temps. Nous sommes l'évolution elle-même. Donc nous nous croyons aujourd'hui des humains, nous ne sommes pas du tout des humains. Pas du tout. D'ailleurs, nous ne sommes plus les mêmes humains maintenant que nous étions il y a 5 minutes. Notre ego a déjà changé un peu, nos cellules ont changé, nos mémoires ont changé, tout ça a changé, je le répète souvent. Donc on est le fait d'évoluer parce que là, la conscience, elle est toujours présente, mais le conscient change tout le temps. Et si on s'identifie au conscient, on a tout faux. Si on s'identifie à la conscience, on a tout juste. Mais pour que on en tire les fruits, eh ben, il faut étudier ça, il faut comprendre ça. Notre bouquin est fait pour ça d'ailleurs. Notre bouquin, il est fait pour aider tout le monde à être dans l'exaudition. Et il y en a déjà qui m'en ont témoigné, qui ont lu ce bouquin, qui m'ont dit oh, merci, j'ai enfin compris des choses que je n'avais pas compris. Et ma vie est en train de changer. Et ça, c'est une satisfaction merveilleuse de se dire que bah, faut bien des supports matériels pour manifester les choses. On écrit des livres, on fait des émissions, des visioconférences, des machins comme ça, on fait ce qu'on peut. C'est notre acte d'amour pour aider le 112 à s'apercevoir qu'il n'est pas le 112, il est déjà le 134, il est déjà le 2012, etc. On est tout ça, on est simplement le fait de circuler. Alors, moins on freine, plus on va aller vite. Plus on freine, plus on souffre. Parce que comme l'évolution, elle s'impose à nous, on ne peut pas ne pas progresser vers le but, et bien plus on va freiner, plus il y aura d'échauffement, et plus il y aura de souffrance. Alors, si on veut moins souffrir, eh ben, il faut freiner moins. Hein, les freins, ils chauffent quand on freine. Et si on freine moins, ben, la voiture va plus vite. Et évidemment, c'est pas forcément l'exemple idéal parce qu'il faut faire attention quand même où on va. Mais le, 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 arrêter de s'identifier à l'ego et commencer à s'identifier à ce qui transcende tous les égos, c'est ça la guérison. Elle n'est jamais totale, mais on est en progression. Et c'est pour ça que, Amen. lorsqu'on est en progression, on doit toujours se réjouir et de la gratitude par rapport aux étapes antérieures qu'on a vécues et qu'on avait besoin de vivre. Si je n'avais pas vécu en tant que dinosaure, je ne serais pas ici en tant qu'être humain, en train de parler de métaphysique. Mais le fait d'être un humain qui parle, de m'identifier maintenant à un humain qui parle de métaphysique, ne veut pas dire que je suis un humain qui parle de métaphysique. Je suis une manifestation de l'évolution
à un moment précis qui est Tu aussi es la, indispensable que les autres, pas plus ni tu es la moins. métaphysique, tu es la métaphysique qui s'exprime à travers Franck. C'est tout. Oui, Euh, il n'y a que la vérité, il n'y a que, que cette réalité absolue, et elle se manifeste à travers toutes les formes illusoires. Elles sont toutes illusoires. Nous sommes tous des formes illusoires. Mais ce qui nous transcende tous et ce qui nous relie tous n'est pas illusoire. Ce livre, les amis, parce qu'on va arriver gentiment au terme de cette merveilleuse conversation, qui méritera peut-être un deuxième opus, je ne sais pas. Euh, mais, euh, mais ce livre, finalement, qu'est-ce que vous aimeriez en dire chacun euh, en résumé de l'intention que vous avez posée chacun d'entre vous, d'abord individuellement et puis sur l'aspect du duo. Euh, c'est quoi l'intention? Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer réellement comme message, David? Alors, l'intention, bah, je dirais en fait, c'est de rétablir des vérités, si on peut dire ça comme ça, pour reprendre des termes humains, de rétablir des vérités parce qu'il y a tellement de manipulations sur Terre aussi par rapport à tout ce qu'on appelle des domaines du bien-être, de la spiritualité, etc. Il faut bien savoir qu'il y a énormément de manipulations, notamment de par la CIA, pour pas les nommer, à travers des programmes MK Ultra, etc., des opérations psychologiques, et en fait, ils manipulent tout et n'importe quoi. Et en fait, des gens pensent être dans la spiritualité alors qu'ils ne le sont pas parce ils sont simplement dans des croyances. Et les croyances fourvoient l'esprit, comme je dis toujours. Donc, le but, en fait, à travers ce livre, c'est aussi de ramener ça, parce que pour bien que les gens comprennent, saisissent qu'il n'y a pas de spiritualité extérieure à nous, encore une fois, puisque la spiritualité, c'est nous, c'est le soi, c'est la conscience. Et au fond de soi, il y a une paix profonde et absolue. Et si ce livre peut aider certains à s'apercevoir de ça, à s'apercevoir qu'au fond d'eux-mêmes, il y a une paix profonde, ben, ça leur donnera peut-être le courage et l'envie de devenir ça, plutôt que de rester dans la peur, dans la crainte, etc., de la souffrance, etc., qui sont toutes liées au fait de se croire maintenant quelque chose que nous ne sommes pas, par peur de voir ce que nous sommes vraiment. Nous avons Et que peur de... nous entretenons, et que nous Comment? entretenons, et que nous entretenons. C'est-à-dire que pour moi, la souffrance, c'est aussi ces histoires qu'on se raconte, Mm. qu'on laisse perdurer et qu'on ancre comme une vérité. Tout ça pour entretenir l'ego, simplement, c'est le mental qui s'amuse. Ouais. On va le rééduquer. Ce boutin, hein, une fois Ce éduqué, livre, c'est une jouvence de rééducation, c'est ça, un peu? dans la compréhension et dans la manifestation, puisqu'avec David, on a la preuve que tout cela est vrai, que, comme tu disais au début, le temps n'existe pas. Donc, tous les niveaux vibratoires sont à notre disposition. À nous de choisir. C'est ça, en fait, oui, quelque part, il y a juste, pour reprendre une image, à tendre la main, parce que c'est là. Et encore une fois, moi, je reviens toujours à cet espace du cœur parce que c'est lui aussi qui autorise euh, tout cela, au-delà de ce qu'on peut avoir comme définition autour du cœur. Mm. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de mots qui ont été fourvoyés. Franck, on l'a déjà fait, les questions les deux dernières questions que j'ai posées à David, on l'a fait ensemble, et je vais le faire avec toi aussi, David, si t'es OK. Je lui ai pas dit hein, que j'allais lui poser ces deux questions, mais je vais le faire maintenant. La première, c'est si tu avais une baguette magique ici, maintenant, tout de suite, et que tu avais la possibilité, peut-être que c'est le cas, de changer quelque chose dans ton existence. D'abord, un, est-ce que tu changerais quelque chose? Ça, pour moi, c'est la vraie question. Et deux, si oui, qu'est-ce que tu changerais? Eh ben, en toute honnêteté, j'ai envie de dire non, je ne changerai rien du tout. Pourquoi? Pourquoi? Bah parce que, comment je pourrais dire ça sans mettre en avant l'ego, je sais désormais, depuis maintenant pas mal d'années, qu'en fait, on est là par amour et pour l'amour. Donc, je dirais, en fait, la vie, elle est merveilleuse et il n'y a pas de mots pour décrire même tout ça, en fait. Ce qu'on appelle ces expériences d'incarnation, puisqu'on est là pour être. Donc, autant l'être au maximum à travers ces incarnations physiques. Donc, non, je ne changerai rien du tout. OK.
Ce qui m'emmène à une seconde question qui m'est venue en lisant le livre de Frédéric Lenoir, L'âme du monde. Ça m'a donné un peu envie que tu puisses nous donner ta vision. Imagine que demain, bon, voilà, c'est la fin d'un monde, hein. Il y a un certain nombre d'humains sur Terre qui n'existeront plus dans une semaine. Par contre, il y a un petit groupe d'humains sous forme d'enfants qui vont refaire le monde euh, totalement. Et tu fais partie des élus. Alléluia. Tu fais partie de ceux qu'on va contacter pour dire, bon, David, est-ce que tu pourrais laisser un message, un dernier message, un ultime message à cette génération, à ces enfants qui vont refaire le monde? Euh, un message et un seul message qui sera entendu et qui sera mis en application. Quel serait cet ultime message que tu délivrerais à à cette fréquence qui va refaire le monde? Eh ben, le message qui me vient là maintenant, je dirais, c'est surtout ne vous éloignez plus de la voie du cœur. Merci infiniment. Ça pouvait pas mieux se terminer, on va dire, parce que c'est pas vraiment fini. Il y a autre chose qui va ouvrir. Je pense que dans le cœur des gens, dans leurs cellules, dans leur ADN, dans leur énergie, il y a vraiment quelque chose qui est passé aujourd'hui. Et j'en suis vraiment très heureux. Franck, un mot de la fin ou du début, du futur début? Tu veux répondre aux deux mêmes questions? Tu veux que je te... Non, bah, on l'avait déjà fait, mais on peut le refaire si tu veux, si ça a Non, changé. non, je sais pas. Bah, je dirais, c'est pas à mon ego de choisir ce qui va changer. Euh, c'est à moi, c'est-à-dire à soi, de d'aider mon ego à lâcher prise par rapport à ses habitudes, à ses croyances, etc. Simplement, ça veut dire lâcher prise, ça veut dire faire confiance. Faire confiance. Faire confiance dans le but, faire confiance dans ce qui nous tire en avant et qui ne peut pas ne pas nous tirer en avant. Donc, quel que soit le vécu d'un moment, d'une ligne de temps, d'un instant de vie, comme on en vit tous, agréable ou désagréable, ce n'est qu'une étape pour passer à la suivante. Mais tout cela nous tire toujours dans le même sens. Le temps n'existe pas, mais l'illusion du temps va toujours dans le même sens. On a toujours l'impression qu'il y a un passé et un futur. On ne va jamais à l'envers, hein. Même si on peut circuler à droite à gauche, mais notre réalité, elle évolue toujours dans le même sens. Eh bien, faire confiance dans le but vers lequel ça va, car de toute évidence, si ça va toujours dans le même sens, c'est parce que ça va quelque part, ça va dans une direction. Et c'est de cette direction qu'il faut faire confiance, disons que de toute façon, quoi qu'il advienne aujourd'hui, eh bien, on sait que c'est pour le meilleur. Et on sait que c'est pour la découverte de nous-mêmes. Et ça marchera. Ça ne peut pas ne pas Voilà, fonctionner. l'exolition, ouais, en quelques mots. Voilà, merci infiniment. Si ces contenus vous plaisent, les amis, je vous invite à vous abonner, évidemment. En tout cas, moi, c'était un moment fantastique que je viens de passer. Donc, merci à vous deux. Et puis, comme le dit un des proverbes sioux, le plus long voyage qu'un homme aura à faire dans sa vie, c'est de passer de sa tête à son cœur. Donc, Et comme soyez... disait, si c'était Gita Malaz, de ta bouche à ton cœur, il n'y a qu'une main. Amen, Amin, Amen, Awen, Aom, Washte. Belle journée, mesdames et messieurs. À Allez, bientôt. merci beaucoup. Lila Wachté. Aho.